Bonsoir à tous. Ce soir, donc, je vais vous présenter l'histoire de Jules Brunet. Jules Brunet, personnage assez connu et pourtant dont l'histoire est assez nimbée de mystère, on va dire, où on entend tout et n'importe quoi, qu'on associe souvent au personnage du film Le Dernier Samouraï, et dont l'histoire est pourtant bien plus complexe. Donc je vous propose de voir son histoire et d'analyser en même temps la situation du Japon qui est passé d'un état féodal à un état moderne par ce biais. Donc, avant toute chose, je vais expliquer quelques petites choses pour permettre une compréhension plus grande de des différents événements qui ne pourraient pas être compris sinon. Alors, à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, le Japon est un État relativement développé, qui possède des armes à feu, qui est une puissance en Asie majeure, qui mène des opérations, notamment en Corée, assez grandes. Cependant, devant l'avancée des empires portugais et espagnols, le Japon voit une grande vague d'évangélisation sur ses territoires et voit des États asiatiques se faire conquérir. Devant cette situation, le pays qui est unifié sous le clan des Tokugawa, qui forment le shogunat Tokugawa, décide de fermer ses frontières, et c'est ce qu'on appelle la politique du Sakoku. Donc en 1635, le Japon ferme ses frontières, cesse le commerce avec les Occidentaux, réduit au maximum le commerce avec ses voisins, et interdit l'entrée ou la sortie de n'importe qui sur son territoire. Cette situation dure jusqu'en 1858, lorsque le commodore Matthew Perry arrive pendant l'épisode qu'on appelle l'épisode des navires noirs, où le Japon se voit obligé d'ouvrir à nouveau ses ports au commerce. Et donc c'est dans cette situation qu'arrive l'époque qu'on appelle l'époque de Bakumatsu, qui est l'époque de la fin du shogunat. À cette époque, le Japon connaît une très grande déstabilisation, puisque des étrangers arrivent massivement dans les ports. Après 250 ans de fermeture, le pays s'ouvre à nouveau, il y a des échanges, il y a des conflits, et politiquement, la situation est très instable. Parce que le shogunat Tokugawa a été obligé d'ouvrir ses ports pour ne pas se faire envahir, puisque les Américains menaçaient de pratiquer la politique de la canonnière, c'est-à-dire de bombarder les ports si ils refusaient de commercer avec eux. Et la cour impériale, puisque au Japon, en fait, c'est arrivé plusieurs fois, et c'était le cas depuis l'établissement du shogunat Tokugawa, il y avait deux cours. Il y avait la cour shogunale à Edo. Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo, qui était véritablement comment dirais-je, une puissance politique, qui était la puissance politique du Japon, le pouvoir temporel, et une cour impériale qui était plutôt l'autorité spirituelle, avec un empereur qui n'a pas vraiment de pouvoir politique officiellement, mais qui est le pont entre la terre et le ciel, qui est un souverain pontife. Et donc, le pouvoir politique étant aux mains du shogun, c'est lui qui a pris la décision d'ouvrir le Japon, mais l'empereur n'était pas d'accord. L'empereur Komei s'est opposé violemment à cette décision, considérant que les Occidentaux étaient des démons qui allaient détruire le Japon. Donc on voit un shogunat qui a agi de façon pragmatique, et une cour impériale qui se méfie beaucoup de cette décision. Et ce conflit n'a fait que s'étendre par la suite. Donc, à cette époque, le shogunat, conscient des grands enjeux de cette ouverture, veut se développer. C'était donc des années 1850 jusqu'à la fin du shogunat en 1868, le shogunat envoie énormément de jeunes personnes à l'étranger, notamment en Europe et aux États-Unis, pour apprendre les sciences, apprendre les techniques politiques, militaires, industrielles, etc. Et cherche vraiment à se développer.
Et il y a aussi des missions diplomatiques qui sont envoyées, notamment en Angleterre ou en France pendant l'exposition universelle. Donc il y a vraiment des échanges qui se font. Et au Japon même, au sud, se trouvaient deux clans féodaux nommés, deux domaines féodaux nommés le domaine Satsuma et le domaine Chōshū, qui, depuis l'établissement du shogunat, étaient un peu relégués au rang de provinciaux lointains et avaient développé un grand ressentiment à l'encontre du shogunat et n'acceptaient plus cette situation de vassalité. Et donc, eux-mêmes ont envoyé, puisqu'il y avait des envois officiels, mais il y avait aussi des envois de la part des domaines féodaux et des clans en eux-mêmes. Et donc, ces deux clans-là, Satsuma et Chōshū, ont également envoyé l'élite de leurs jeunes étudier, et principalement en Angleterre et aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Sachant que ces deux domaines étaient vraiment anti-shogunat, ils étaient dans une alliance anti-shogunale, le shogun a décidé de moderniser l'armée shogunale. Et donc il s'est adressé d'abord à la Grande-Bretagne, qui était la plus implantée, la plus présente au Japon à l'époque, qui a refusé. Et donc devant ce refus, le shogunat a fait appel à la France. La France qui était alors sous le Second Empire, au lendemain de la guerre d'Italie, dont elle était sortie victorieuse, et qui avait une certaine volonté de politique internationale. Et donc tout ça a mené à des très grandes négociations entre l'état-major japonais et français. Napoléon III a reçu plusieurs lettres. Et finalement, après des discussions, un accord sur le nombre de personnes à envoyer, à la base ça devait être 30, mais l'état-major français trouvait que 30 c'était trop, ça est devenu 15. Un accord a été trouvé pour mener une mission militaire donc, de 15 personnes qui étaient l'élite militaire de l'époque, dirigée par le capitaine Charles Sulpice, Jules Chanoine, qui est né à Dijon dans 18 décembre 1835 et mort en 1915. Donc Jules Chanoine était le chef de la mission militaire et celle-ci était composée de 15 personnes. On avait Charles Albert Dubousquet, lieutenant au 31e de ligne, instructeur d'infanterie, Édouard Meslot, lieutenant au 20e bataillon de chasseurs à pied, instructeur également. Et on avait, comment dirais-je, c'était dirigé par Jules Chanoine, excusez-moi, je retrouve la feuille. Et donc dans cette mission, on avait donc Jules Brunet. Jules Brunet qui était qui est né à Belfort en 1838 et qui a été diplômé de l'école polytechnique, qui ensuite a fait l'école d'application d'artillerie et qui est devenu membre de la garde impériale. C'est un vétéran de l'intervention française au Mexique. Il a reçu la Légion d'honneur à ce moment-là. Et donc, il était relativement connu pour sa bravoure et considéré comme très compétent. Brunet s'est vu dépeint comme intelligent, distingué, vif, doué pour le dessin, et comme un homme du monde, lorsqu'il a obtenu son grade de capitaine en 1867. Et on pourra ajouter à ça qu'il avait une grande persévérance, il était très fidèle en amitié. Et donc, il était clairement un membre de choix pour la mission. La mission est donc partie de Marseille. Elle a fait escale à Saïgon. Et elle est arrivée au Japon en 1867. Brunet, qui était dessinateur, a commencé à dessiner immédiatement lors de son arrivée. Donc c'était une arrivée relativement compliquée. Il y a eu des complications au niveau du logement. Mais finalement, la mission militaire au Japon a vraiment réalisé un travail remarquable. Les Japonais étaient relativement satisfaits de ces instructeurs qui étaient là en fait pour former une élite militaire japonaise. L'armée de terre japonaise étant à l'époque extrêmement peu efficace, pas formée aux techniques modernes, assez disparates. Et donc, Brunet et ses compagnons avaient comme élèves des samouraïs du shogunat qui apprenaient les techniques de guerre moderne. Alors, je reviens sur une chose. En France, l'annonce de cet envoi de mission militaire au Japon a été relativement bien accueillie
On a eu, par exemple, le Monde illustré, qui, à la une de son numéro 503 en 1er décembre 1866, a titré une actualité intéressante, Sa Majesté l'Empereur envoie une mission militaire au Japon. On sait l'immense accroissement des transactions commerciales entre la France et cet intéressant pays. Depuis la dernière guerre faite par le contre-amiral Jaurès, le gouvernement du shogun apprécie de plus en plus les avantages à retirer pour lui, tant au point de vue scientifique et commercial qu'au point de vue militaire, d'une alliance solide avec l'empereur Napoléon III. Donc, dans la presse et en général, c'était une chose relativement bien vue. Donc la mission s'est tenue à son rôle. On peut noter une appréciation qui a été faite par Chanoine sur l'état des troupes japonaises, puisque on remarque que si le Japon était content de la situation, les officiers français étaient relativement sidérés par les grandes lacunes de l'armée japonaise de l'époque, mais pourtant on remarque aussi une certaine fascination pour ce pays, ce qu'on peut voir dans le premier rapport de Jules Chanoine envoyé depuis Yokohama à son état-major, qui est celui-ci. La mission militaire dont votre Excellence a daigné me confier le commandement vient d'arriver au Japon. La traversée a eu lieu dans les meilleures conditions, et j'ai l'espoir que nous pourrons sans aucun retard entreprendre l'instruction d'une partie de l'armée japonaise, conformément aux indications que contenaient les dépêches échangées à ce sujet entre le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur et le gouvernement japonais. Donc ça, c'est vraiment le texte envoyé au tout début, et puis un peu après, on peut lire ceci. Les Japonais ont emprunté successivement dans le courant de ces dernières années quelques éléments d'instruction aux Hollandais, aux Anglais et aux Français. Le détachement de fusiliers marins qui est débarqué ici, français assigné à la protection des résidents de la concession étrangère de Yokohama, leur a fourni quelques instructeurs. Ils ont fait ces emprunts sans grand discernement et sont peut-être aujourd'hui moins avancés qu'au début. En ce moment, ils veulent tout faire à la française, mais en mettant ces bonnes dispositions à profit, il sera prudent, je pense, de ne proposer en fait de réformes que celles qui leur seront nécessaires ou utiles, et de leur faire comprendre que les uniformes ne suffisent pas pour faire une armée. Donc voilà, on voit bien un certain sentiment mitigé de la part de Chanoine, qui pourtant parvient à maintenir de bons rapports, et donc pendant plusieurs mois, la situation est relativement agréable pour la mission militaire française. Cependant, politiquement, il se passe quelque chose d'assez notable, c'est que l'empereur et le shogun, à quelques semaines d'intervalle, meurent. Alors, officiellement, ils sont morts de vieillesse ou de maladie, mais il y a eu peut-être des empoisonnements. Toujours est-il que ça a provoqué un chaos considérable, puisque l'empereur suivant, qui est l'empereur Meiji, et le shogun suivant, Yoshinobu Tokugawa, étaient tous les deux très jeunes et très inexpérimentés, et ont donc été relativement encadrés par une certaine élite dans la cour impériale et dans la cour shogunale, qui a mené à un éclatement des dissensions. Et finalement, début 1868, les deux domaines féodaux se sont mis à attaquer le shogunat et à déclarer une insurrection armée. Ils ont enlevé l'empereur Meiji, qui était très jeune, et l'ont utilisé comme instrument pour justifier leur attaque et leur reprise du Japon et leur volonté de réforme. La mission militaire française au début a aidé le shogunat. Donc, par exemple, le 19 janvier 1868, le palais du domaine de Satsuma a été brûlé et ses partisans sur place ont été massacrés par une armée shogunale menée par Brunet, qui avait lui-même défini le plan et les stratégies à adopter. Et le shogun Yoshinobu s'est rendu à Osaka, dans son palais, et s'est préparé à mener la guerre contre les clans du Sud. Château que l'on peut voir sur cette image. Voilà une autre photographie de Jules Brunet, si ça vous intéresse. Je vais faire une petite pause pour montrer quelques photographies. En parlant de Yoshinobu Tokugawa, le shogun Jules Brunet a été la première personne de l'histoire à dessiner un shogun debout, et certainement le premier occidental à dessiner un shogun. C'était un très grand dessinateur, comme je l'ai dit plus tôt. Il était très doué,
Et pendant qu'il effectuait sa fonction d'instructeur auprès des troupes du shogunat, il a été très apprécié par les Japonais. Bien plus que enfin, en général, les Français étaient très bien vus. L'empereur Meiji, par exemple, enfant, avait visité une fabrique d'armement française à Yokohama. Mais Jules Brunet était vraiment considéré comme je dirais, un aristocrate guerrier. Il était respecté et ses talents de dessinateur étaient très appréciés. Et donc voilà, il a fait ce dessin du shogun, que le shogun Yoshinobu a vu et qu'il a grandement apprécié. Et donc, je reprends où j'en étais. Donc, le shogun, dans son château d'Osaka, désirait mener une guerre contre les clans du Sud et écraser définitivement la rébellion, l'insurrection. Malheureusement, il a été trahi par un de ses vassaux, et ça a mené à une réaction en chaîne absolument catastrophique qui a abouti sur la chute d'Osaka et la destruction de son château le 28 janvier 1868. Donc le shogun a été obligé de fuir sur la frégate du Kaiyo Maru, qui était son navire amiral, dont je reparlerai plus tard. Citation intéressante sur la question, puisque ça a mené à une réaction. Et donc voici plusieurs. Enfin, en fait, puisque tout le temps les Français communiquaient avec l'état-major, notamment le ministre de la guerre, et rapportaient ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient vu. Et donc voici plusieurs extraits de lettres qui témoignent de la situation vue par les Français à cette époque-là. Alors, le 19 janvier à 6 heures du matin, nos officiers japonais sont venus nous voir pour nous apprendre que le shogun venait lui aussi de faire un coup d'État. C'est-à-dire de réclamer qu'il ressaisissait l'autorité qu'il avait déposée au pied du Mikado en voyant que celui-ci s'entourait de forces et de conseils du prince de Satsuma et autres princes du Sud aussi hostiles au shogun. D'autre part, comme le palais de Satsuma à Edo servait de refuge à tous les ennemis du pouvoir shogunal et que ces cérémonies agitaient et menaçaient la population d'Edo, dévouée au shogun, on allait les attaquer. Donc ça, c'est la lettre qui a précédé l'attaque de Jules Brunet du 19 janvier 1868 avec les troupes shogunales. Et on voit qu'il y avait déjà une situation relativement chaotique. Et finalement, à cette époque-là, le Japon est totalement secoué par des troubles, notamment à Edo, la capitale, et au sud. Et finalement, un des membres de la mission militaire, Descharmes, a témoigné de ceci. Le lendemain 6, le shogun nous faisait appeler au château et nous sommes restés à son audience de 4 à 7 heures du soir. Il était fatigué et vieilli, mais ferme et impassible. Les Gorojo assistaient à cette séance unique dans l'histoire où un souverain jadis si redouté est venu demander des avis à 4 jeunes gens, Chanoine, Brunet, Dubousquet et Descharmes, qui sont 4 membres de la mission militaire, dont on n'écoutait pas la plus simple demande il y a 6 mois. J'ai pour ma part ressenti encore cette impression de sympathie pour la personne de ce jeune et malheureux prince que j'avais éprouvé à Osaka. Mais cette fois, je l'ai revu avec peine, et il m'a semblé voir la mort derrière lui. Du reste, la même étiquette, la même dignité qu'à Osaka. Pendant cette longue séance, où Chanoine a eu le bon goût de ne pas récriminer sur un passé si mal employé, on a proposé divers moyens de relever les affaires. Malheureusement, c'est un peu une consultation in extremis, et on ne peut guère se mettre en état en 15 jours. Malgré nos efforts et notre réserve, je crois qu'il a dû voir que prolonger la lutte était impossible. Enfin, il y a 120 lieues entre l'ennemi et Edo, et la saison est mauvaise. C'est ce qui les sauvera peut-être. Pendant cette séance, le petit trône sur lequel était assis le shogun s'est brisé. Chanoine et Brunet, qui se trouvaient à côté, l'ont relevé, et il n'a pas touché terre. Les anciens auraient vu là un mauvais présage. En tout cas, ce sont les seuls Européens qui aient touché un shogun. En somme, j'espère que cette séance aura un peu relevé leur morale. Et Descharmes est retourné voir le shogun le 10 février et lui a présenté des chevaux arabes. D'ailleurs, chevaux arabes qui ont été introduits au Japon par un maître des haras impériaux du nom de André Cazeneuve. André Cazeneuve, dont on reparlera plus tard également. Donc, voici un autre extrait. Aujourd'hui, le dégel s'étant franchement déclaré, le shogun a voulu voir les chevaux arabes. Le capitaine, moi et mes 2 sous-officiers les avons menés au château. Nous avons été introduits dans le jardin du palais, où certes jamais Européen n'avait pénétré. C'est grandiose, et d'un retiré qu'on ne peut se figurer. Le shogun est venu nous retrouver sans appareil, au milieu de la neige fondue et de la boue. Il a paru prendre un grand plaisir à voir ces jolis animaux. J'ai monté avec les sous-officiers les 3 chevaux qui lui sont destinés pour les lui faire voir en action. Il avait l'air fatigué et triste.
cela se conçoit. Il s'est retiré assez vite et m'a fait dire de revenir pour le faire monter à cheval. Ayant appris à cette occasion qu'il avait perdu ses selles européennes à Osaka, j'ai fait offrir de lui donner la selle et la bride que je viens de recevoir de France et qui, comme vous voyez, ne m'auront pas servi longtemps. Très heureux d'avoir pu une fois dans ma vie donner quelque chose à un souverain, même malheureux. Vous voyez que nous allons d'extraordinaire en extraordinaire. Tout cela le plus naturellement du monde. Et finalement, cette situation qu'il décrit ne durera pas très longtemps, puisque les troupes impériales arrivant de plus en plus près d'Edo, euh, eh bien, Yoshinobu espérait un soutien européen, mais c'était vain, puisque ce que firent les impériaux, c'est qu'ils ont promis l'ouverture totale au commerce aux Occidentaux et une protection des dignitaires étrangers, au même moment où 13 marins avaient été massacrés par les troupes des Satsuma au sud du Japon. Et finalement, beaucoup de gouvernements occidentaux ont déclaré leur neutralité à ce moment-là, et le shogun no Yoshinobu n'avait plus aucun soutien. Donc, on a eu, le consul général Léon Roche qui a essayé de régler la situation, qui a essayé de demander des troupes, mais en vain. Il a fini par donner une certaine stratégie de défense d'Edo qui aurait pu marcher, mais le shogun a refusé de continuer la lutte, fatigué certainement et ne voulant pas mener son pays dans une guerre civile meurtrière. Et Léon Roche, devant ce refus, était outré et a démissionné. Et donc la France était dans une situation elle-même très compliquée, puisque les informations avaient du mal à filtrer. Finalement, le maréchal Niel a autorisé la mission militaire à ce moment-là à utiliser le matériel qu'ils avaient ramené avec eux, des canons, les fusils, ce genre de choses, pour aider le shogunat. Mais c'était un demi-ordre. C'était un ordre qui n'était pas vraiment officiel, on va dire. Et finalement, malgré tout ça, en mai 1868, Edo donc, est tombé aux mains des impériaux. Et finalement, le shogun Tokugawa Yoshinobu a capitulé et a aboli le shogunat. Un nouveau ministre français est débarqué à ce moment-là pour remplacer Léon Roche, qui s'appelait Maxime Outré, et il a tenté de rétablir la situation, ce qui a mené finalement à une certaine entente avec les troupes impériales et un désœuvrement complet de la mission militaire de février à septembre 1868. Et après des négociations avec les impériaux qui étaient bien évidemment dirigés par les Satsuma et les Chōshū, Outré a ordonné le retour de la mission militaire le 14 septembre 1868. Et elle a fini par quitter le Japon le 30 septembre. L'histoire aurait pu s'arrêter ici si deux personnes n'avaient pas fait des choix cornéliens. Enomoto Takeaki et Jules Brunet. Enomoto Takeaki était l'amiral du shogun. Et lorsqu'il a appris la chute du shogunat, il a refusé la reddition. Je vous montre ces images dans son micro. Il a coalisé une flotte, dont le Kaiyo Maru, le navire dont je parlais tout à l'heure, était le navire amiral, et qu'on peut voir ici, puisqu'il a été reconstruit aujourd'hui, donc il est visitable d'ailleurs aujourd'hui. C'est une frégate à 3 mâts. Et au nord, en même temps, les domaines féodaux du nord ont établi une espèce de confédération du nord pour lutter contre les troupes impériales, dont voici des soldats en uniforme occidentaux. Donc à ce moment-là, Jules Brunet et son compagnon et ami André Cazeneuve étaient restés à Edo avec d'autres membres de la mission militaire. Et il prit une décision cornélienne lui aussi. Il a décidé tout simplement de déserter, puisque Enomoto lui a envoyé une lettre. Avec lui, il y avait les anciens élèves de Brunet. Il lui a envoyé une lettre et lui a demandé de le rejoindre dans sa lutte contre les troupes impériales, à titre personnel. Donc non pas en tant que capitaine d'artillerie français, mais en tant que Jules Brunet, ami d'Enomoto. Et donc Brunet, devant cette situation, a pris la décision d'accepter.
Et il a eu relativement de la chance puisqu'il a pu s'entendre avec son ami, le capitaine Chanoine, chef de la mission militaire, qui a, on va dire, officieusement régularisé sa situation. Et il a interdit aux autres membres de la mission de le suivre, mais finalement, ça ne s'est pas totalement fait puisque certains sont venus avec lui, dont déjà son ami André Cazeneuve, mais d'autres, tels que Arthur Fortan, Jean Marlin, François Bouffier. Et finalement, le 4 octobre 1868, 5 mois après la reddition d'Edo, Enomoto a réuni sa flotte au large d'Edo. Brunet et Cazeneuve, donc à ce moment-là, se sont embarqués après avoir régularisé entre guillemets leur situation sur un navire à vapeur qui était en réparation pour rejoindre le Cayo Maru. La flotte d'Enomoto avait 8 navires, sur lesquels étaient plusieurs milliers de vassaux qui étaient fidèles au shogunat et donc à Enomoto qui en était le dernier chef. Ils ont appareillé le soir même et ils ont commencé à rejoindre la Confédération du Nord. Sauf qu'une tempête est arrivée et a dispersé une partie de la flotte. Donc la flotte qui a réussi à rejoindre le Cayo Maru s'est rendue jusqu'à la ville de Sendai. Je vais peut-être vous montrer une carte du Japon d'ailleurs, pour que vous puissiez visualiser un petit peu, puisque sinon c'est vrai que ça doit être un petit peu compliqué, que je m'excuse. Voilà, avec ça on peut comprendre. Bon, c'est une carte récente, hein, donc Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo, donc voilà, comme vous pouvez le constater, vous pouvez imaginer que la flotte était dans la baie d'Edo, donc de Tokyo, et elle a appareillé et est remontée vers le nord. Elle s'est arrêtée à Sendai. À Sendai, l'objectif d'Enomoto était de porter assistance au seigneur Date. Date, le clan Date étant le domaine féodal établi dans la cité de Sendai. Et le 25 octobre 1868, Cazeneuve et Brunet sont descendus avec Enomoto et sa délégation pour avoir une audience avec le seigneur Date. Dans son château, le château d'Aoba, se trouvaient des membres de la Confédération du Nord qui étaient venus pour discuter de la situation. Donc il y a eu une espèce de conseil pour voir comment résister face à l'arrivée inexorable des troupes impériales depuis le sud et depuis Edo, qui était alors la nouvelle capitale de l'Empire du Japon nouvellement fondée. L'objectif de Brunet, c'était donc non seulement d'aider Enomoto, mais également de retrouver à ce moment-là ses compagnons, puisque François Bouffier, Arthur Fortan et Jean Marlin n'étaient pas venus avec eux sur le navire. Ils avaient pris la route à pied avec le reste des troupes. Et d'ailleurs, avec un certain Keisuke Otori, qui est un très célèbre commandant du shogunat, qui était aux ordres d'Enomoto et qui était accompagné donc des 3 Français. Donc pendant ce conseil, un certain consensus a été trouvé. D'ailleurs, la Confédération du Nord avait totalement la possibilité de gagner contre les troupes impériales à ce moment-là, surtout avec l'appui des officiers français qui avaient des connaissances stratégiques. Malheureusement, quelques jours après, les nouvelles étaient très mauvaises puisque le domaine féodal d'Aizu, qui était le domaine le plus puissant de la Confédération du Nord, était tombé. Soit dit en passant, c'est assez intéressant puisque ce domaine féodal avait établi un code de la guerre qui impliquait de ne pas massacrer les civils, de ne pas toucher aux vieillards ou aux enfants, de ne pas détruire les champs de blé, de ne pas s'en prendre aux malades. Enfin, c'était vraiment un code civil, un code de la guerre très, très développé pour un État féodal. Et petite anecdote sympathique aussi, il y avait dans le domaine d'Aizu une femme du nom de Nakano Takeko, dont voici la photographie, qui n'a pas eu le droit de se battre avec les troupes régulières d'Aizu, mais qui a coalisé plusieurs femmes pour mener la résistance, qui étaient des lancières et des fusilières. Et elles sont mortes en combattant les troupes impériales. Et
Et Nakano, c'est elle-même, avec l'assistance d'une de ses suivantes, c'est donné la mort quand le domaine est tombé. Et donc la nouvelle de la chute de ce domaine d'Aizu a été un coup absolument terrible pour la Confédération du Nord. Puisque à ce moment-là, tout simplement, les seigneurs féodaux ont cessé de lutter. Et finalement, le seigneur Date lui-même, seigneur de Sendai, a un peu trahi la Confédération du Nord, puisqu'il a refusé de prendre les armes et a décidé de devenir neutre dans ce conflit. Devant cette situation, Enomoto a été obligé de composer avec ce qu'il avait. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vraiment une reddition de la part du seigneur de Sendai, c'était plutôt une non-intervention, une neutralité. Et devant cette situation, beaucoup de seigneurs de la Confédération du Nord ont également abandonné la lutte. Malgré tout, Enomoto a réussi à convaincre le seigneur Date de lui donner 2 frégates qui avaient été prêtées par le shogunat à son domaine. Et en invoquant des droits, etc., il a réussi à les récupérer. Et donc, il a grossi sa flotte et s'est remis en route après avoir récupéré donc, les troupes au sol, dont les 3 autres Français et Keisuke Otori. Ils ont embarqué le 23 novembre 1868, Brunet et Cazeneuve en tête, et ont rejoint Ezo, l'île du Nord qui s'appelle aujourd'hui Hokkaido, et ont accosté au large de la ville de Hakodate. Le 3 décembre 1868, la flotte d'Enomoto a mouillé donc, et s'est préparée à attaquer les fortifications, dont la forteresse du Goryokaku, qui est très intéressante puisque cette forteresse est un fort Vauban qui a été établi au nord du Japon. En fait, à cette époque-là, le shogunat voulait fortifier le détroit de Tsugaru, qui est la bande de mer qui sépare l'île de Honshu, l'île principale, et l'île de Hokkaido, qui s'appelait Ezo, au nord, contre d'éventuelles incursions étrangères, notamment russes. Et ils cherchaient donc une forteresse à établir. Ils ont acheté des plans de fortification Vauban, que voici, qu'on peut trouver aujourd'hui au muséum de Sapporo, la ville principale de la préfecture de Hokkaido. Et absolument magnifique, que j'ai visité d'ailleurs et qui est un endroit formidable. Bon, elle a été un petit peu endommagée, mais elle est globalement intacte, d'autant que le bâtiment central a été reconstruit il y a peu. Et donc cette forteresse est devenue le quartier général d'Enomoto. Peu après la prise de la forteresse, ils ont été rejoints par les derniers membres du Shinsengumi. Le Shinsengumi, c'était une police politique que le shogunat avait mis en place pour protéger l'empereur dans la ville de Kyoto, puisque je vous avais parlé au début de la présentation de la grande opposition entre la cour impériale et la cour shogunale. La cour donc impériale était à Kyoto, c'est pour ça qu'on dit que la ville de Kyoto est la ville impériale du Japon, et la cour shogunale évidemment à Edo. Le Shinsengumi était à Kyoto et protégeait l'empereur des intrigants politiques. Les Satsuma et les Choshu ont massacré le Shinsengumi, et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre la main sur le jeune empereur Meiji et en faire leur otage. Et le Shinsengumi s'est retrouvé dispersé. Pendant la guerre de Boshin, qui est précisément la guerre dont je parle actuellement, les dernières divisions du Shinsengumi se sont retrouvées complètement éparpillées dans le Japon, et finalement ils se sont fait massacrer les unes après les autres jusqu'à ce que la toute dernière, qui était dirigée par le très célèbre Hijikata Toshizo, dont voici la photographie, a rejoint Enomoto au nord. Hijikata était un roturier à l'origine, un fils de marchand ou d'artisan, et il a été pris dans un dojo et s'entraînant au sabre, il est devenu un bretteur exceptionnel, avec une tenue, comme vous pouvez le voir, un peu à l'occidentale. Enfin, en tout cas, c'était un combattant exceptionnel. Et il est monté en grade jusqu'à devenir haut gradé, je ne sais plus le grade exactement, ni l'équivalent, mais très haut gradé dans le Shinsengumi et en devenir le dernier officier en vie. D'ailleurs, le Shinsengumi était
à l'origine composé de ronin, les samouraïs errants. C'était des gens qui avaient de grandes compétences, mais qui avaient été exilés ou autres et qui ont été récupérés par le shogunat pour fonder cette police. Et donc voilà. D'ailleurs, au passage, Jules Brunet a écrit de Hijikata que s'il avait vécu en Europe, par ses compétences militaires, il serait devenu général. C'est vous dire. Donc, on a eu un léger sursis, la forteresse du Goryeo-kaku étant aux mains des dernières troupes shogunales. Et à ce moment-là, alors attendez, je vais vous trouver une photographie parce que c'est important. Si possible en grand format. Voilà. Donc, cette photo, donc, non, c'est pas celle-là, excusez-moi. Mais celle-là a son importance, je vais la laisser. Donc, la deuxième photographie, celle que je viens de mettre là. Donc voilà, le 25 décembre 1868, Enomoto Takeaki a fait des élections et il a été élu à grande majorité. Et donc, il a fondé la République d'Ezo. Et il en est devenu le premier et unique président. Et donc, cette République d'Ezo était un gouvernement provisoire dont la constitution était inspirée du système. C'est vraiment étrange, hein, vous allez voir. Inspirée du système électoral américain, cette république avait pour objectif de coaliser les dernières troupes shogunales et de mener la résistance contre l'armée impériale et de préserver en fait la féodalité au Japon. C'est un cas assez unique d'une république qui voulait préserver la tradition et la féodalité. Puisqu'il savait très bien que les domaines Satsuma et Chōshū voulaient détruire complètement la féodalité japonaise. Devant cette situation, Brunet et ses compagnons français, qui ont d'ailleurs été rejoints par deux autres Français qui, eux, étaient en Chine à ce moment-là, Eugène Collache et Henri Nicole. Ça nous faisait donc 7 Français ou 8, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ils ont assuré le rôle de conseiller militaire de la République des Eaux. Et d'autres rôles d'ailleurs. Ils ont énormément aidé à cet endroit. Brunet, par exemple, a renforcé la ligne de défense de toute la zone. Il a aidé à moderniser la forteresse du Goryeo-kaku. Et il a organisé beaucoup de missions de reconnaissance, notamment dans les montagnes. J'ai pu me rendre là-bas et voir, c'était assez escarpé, et c'est vrai que l'endroit était plutôt difficile à défendre. Et malgré tout, Brunet était en contact avec Chanoine. Et voici ce qu'il a pu écrire sur cet endroit, donc Ezo, la République et la forteresse. Il faut établir que nous n'avons à nous défendre que dans un terrain inscriptible, dans un rectangle ayant pour dimension 90 lieues sur 50 lieues environ. Les 350 lieues du pays au nord de l'île n'offrent aucun intérêt au point de vue momentané de notre défense. Ayant donc à me maintenir dans la petite presqu'île méridionale contre l'invasion d'une armée dont le chiffre ne saurait dépasser 6000 hommes, j'ai agi comme suit. De tous les gens actuellement à nous dans Ezo, il reste 3000 combattants, tout le reste étant employé dans les administrations civiles et les surveillances intérieures des paysans fort nombreux. Sur ces 3000 combattants, la moitié sont les élèves directs de la mission militaire française. Le reste, recruté parmi les volontaires des Tokugawa, a été formé à notre méthode à l'aide de ces mêmes élèves. La première chose sur laquelle j'ai insisté, c'est la nécessité d'un règlement sévère. J'ai fait traduire dans les principales choses du règlement français des extraits de notre code de justice militaire, et j'ai fait circuler les copies de tout cela dans nos divers bataillons au nombre de 8, 400 hommes chacun. Donc voilà. Comme on peut le voir, Brunet a véritablement établi une discipline militaire basée sur le modèle français du Second Empire. Et on avait des brigades, qui sont décrites ici. J'ai installé notre tableau de travail de façon à pouvoir, avec chacun de mes 8 instructeurs, contrôler par 4 d'entre eux. Cazeneuve, Marlin, Fortan et Bouffier dirigeaient convenablement l'instruction militaire et les perfectionnements du service dans toutes nos garnisons.
Le principal dépôt d'instruction est au grand fort de Kameda, à 1 lieue de Hakodate. Marlin y a la haute main et avec l'aide de monsieur Kolash, mon adjudant-major, il y a fait merveille. Vous verrez peut-être avec plaisir une esquisse de notre organisation actuelle. Général en chef, Otori Keisuke, dont j'avais parlé tout à l'heure, doublé de votre serviteur, qui continue avec entêtement à ne pas vouloir se donner le ridicule d'un titre de chef japonais. 4 brigades de 800 hommes chacune, petites pour un œil européen, grosses pour les Kangun, troupes impériales. Donc oui, le Kangun, c'était l'armée impériale. Chaque brigade est sous les ordres d'un des 4 gaillards, vos anciens serviteurs dont je suis toujours enthousiasmé. Donc il y avait la brigade Marlin, chef de demi-brigade japonaise, dirigée par Honda et Okawa, la brigade Cazeneuve, chef de demi-brigade japonaise, étant Kasunga et Iba, la brigade Bouffier, avec Matsuoka et Miki, et la brigade Fortan, avec Takikawa et Osuki. Le chef d'état-major général se nomme Hijikata. C'est l'ancien second daimyo chef du Shinsengumi de Edo. Et c'est à cet instant donc qu'il a déclaré qu'il serait certainement général. Et donc on a une photographie aussi prise sur l'île des Eaux, que voici, que je vous avais envoyé plus haut. Et alors là, on voit vraiment les. Alors on a Jules Brunet qui est assis en premier, qui croise les bras. Derrière, de gauche à droite, si je ne me trompe pas, on a Arthur Fortan, François Bouffier, et tout à droite, André Cazeneuve. Et je crois que tout à gauche, assis, avec les jambes croisées, c'est un certain Deshima qui était le traducteur de Jules Brunet, parce qu'effectivement, il ne parlait pas japonais. Avant de continuer, d'ailleurs, j'en profite pour dire un truc que j'avais oublié. Il semblerait que Jules Brunet ait eu une femme japonaise, puisque des lettres ont déjà une photo. La seule femme japonaise qu'il ait dessinée semble regarder avec un sourire. Je ne sais pas si je retrouverai la. Écoutez, je retrouverai je retrouverai le dessin plus tard. Et elle lui a adressé des lettres, dont la formulation est celle d'une épouse qui s'adresse à son mari et qui lui dit qu'elle était enceinte. Et elle est restée à Edo, donc à Tokyo. Pareillement, au niveau des lettres, il y a la somptueuse lettre que Brunet a adressée à l'empereur Napoléon III, que je vous lirai après, puisque finalement, je ne vais pas casser le récit. Donc voilà, donc on a cette situation, une république des eaux qui est relativement bien organisée et qui est vraiment le dernier bastion des forces shogunales, mais en même temps, on a une armée impériale qui prend la décision de reprendre ce dernier bastion de résistance. Petite anecdote amusante, Eugène Kolash, qui est un des deux, avec Henri Nicole, qui est un des deux Français qui ont rejoint la mission, qui d'ailleurs ont rejoint en s'adressant à un seigneur féodal, qui les a aiguillés pour rejoindre Ezo, puisque finalement, certains domaines de la Confédération du Nord, même s'ils ne participaient plus activement à la lutte, continuaient de soutenir de manière tacite la République d'Ezo. Donc ça, c'est l'illustration de Eugène Kolash et Henri Nicole, qui sont reçus à la cour d'un daimyo, un seigneur féodal. Et donc cet Eugène Kolash, et c'est peut-être lui finalement qui mériterait peut-être le titre de dernier samouraï, se déguisait en samouraï. Et il a écrit un ouvrage, enfin un article plutôt dans le Tour du Monde après son retour, qui s'appelle Une aventure au Japon, où il décrit qu'il s'était déguisé à la mode locale et que le soleil avait fait bronzer sa peau et que donc il était recherché sa tête était mise à prix dans tout le Japon. Mais comme il avait ses vêtements et le teint plus sombre, personne ne le reconnaissait. Et donc ce bonhomme, malheureusement, j'ai pas les dates, mais ça vaut quand même le détour. Il a embarqué avec 3 frégates de la flotte d'Enomoto et il a essayé d'attaquer l'armée impériale. Une des frégates, déjà une tempête les a séparés et la frégate sur laquelle était a failli couler.
Enfin, non, elle a coulé en fait, et donc ils ont abandonné le navire. Il a sauté à la mer. Les Japonais qui étaient avec lui se sont fait capturer. Lui est allé jusqu'au rivage. D'ailleurs, il a échappé au tir d'une mitrailleuse Gatling de l'armée impériale et il a survécu dans les montagnes pendant quelques jours avant d'être capturé. Il a été ramené à Edo. Il a été jugé, comme vous pouvez le voir là, et condamné à mort. Mais la sentence n'a pas été appliquée. Alors, je n'ai pas les informations précises. Un ami m'avait raconté qu'il avait été peut-être torturé en prison. Ça, je ne saurais pas l'affirmer. Toujours est-il qu'il a été emprisonné pendant plusieurs mois après sa capture. Et du côté des eaux, finalement, le 20 mai 1869, un débarquement massif de l'armée impériale s'est effectué dans tout le sud des eaux. Les différentes forteresses et bastions établis sont tombés les uns après les autres. On compte à peu près 7000 soldats impériaux, donc une large infériorité numérique de la part des dernières troupes shogunales. Et donc, en ayant débarqué là-bas, les Satsuma et les Chōshū ont encerclé petit à petit Hakodate. Heureusement pour Jules Brunet, Cazeneuve et les autres Français présents, il y avait une frégate française qui mouillait non loin. Enomoto a, ma foi, persuadé Brunet de partir, en lui expliquant que c'était terminé, qu'il n'y avait plus d'espoir, et qu'il ne devait pas mourir pour rien. Donc Brunet et ses compagnons ont embarqué sur la frégate. Ils sont redescendus jusqu'à Edo, en se cachant dans la cale. Avec quelques négociations, ils ont réussi à récupérer Eugène Kollasch, et ils sont retournés en France. Du côté japonais, la bataille de Hakodate, dernière forteresse, donc le Goryokaku étant la dernière forteresse debout appartenant au shogunat, a eu lieu le 30 juin 1869. 800 soldats du shogunat seulement restaient à l'intérieur, contre une armée impériale de plusieurs milliers d'hommes. Guidés par Enomoto, ils se sont battus assez bravement. Hijikata Tochizo a oxy au sabre plusieurs adversaires, dont un des grands noms, malheureusement j'ai pas son nom, je m'excuse, mais un des grands officiers de l'armée impériale, dans un duel assez mémorable, avant d'être abattu par un tir de mitrailleuse. Et il y a eu des pertes immenses de la part chez les derniers soldats qui auraient malgré pu résister plus longtemps, mais la démoralisation a fait que ça n'a pas été le cas. Enomoto s'est rendu devant un temple bouddhiste, et cette reddition signait la fin définitive du shogunat Tokugawa et l'établissement total sur tout l'archipel japonais de l'Empire du Japon, qui suivait après des réformes constitutionnelles assez importantes, l'établissement de préfectures, la réorganisation du territoire sous un plan prussien et français, avec une administration moderne, l'armée impériale devenant la seule habilité à porter les armes, et une décennie plus tard, l'interdiction du port du sabre et l'abolition de la caste des samouraïs, avec seulement les alliés des Satsuma et des Chōshū, ainsi que l'élite du gouvernement Meiji qui accédait à la caste de nobles, avec une réforme administrative qui remplaçait la noblesse féodale par une noblesse plutôt à l'anglaise, avec des titres issus des titres de duc, de comte, etc., etc., avec des noms empruntés à la Chine, mais dans une organisation purement occidentale. Ça a mené d'ailleurs à la révolte des Satsuma, eux qui s'étaient battus avec l'armée impériale et qui en étaient une élite. Les Satsuma n'ont pas toléré la fin de l'abolition de la caste des samouraïs, ils se sont révoltés, ont été écrasés 10 ans plus tard. Mais voilà. Donc, toujours est-il que même si donc, les derniers samouraïs, comme vous le voyez, ont été vaincus bien après, on peut considérer que ce qui s'est joué ici était vraiment la fin du shogunat et de la féodalité japonaise. Enomoto, quant à lui, a été emprisonné quelques années avant de reprendre du service. L'empereur Meiji et son gouvernement l'ont pardonné et lui ont donné le titre d'ambassadeur de Russie, puis de ministre des Affaires étrangères. Jules Brunet, d'ailleurs, a reçu des nouvelles de lui, puisque Brunet et ses compagnons, quand ils sont rentrés en France, ils ont été très peu sévèrement jugés. En fait,
le gouvernement impérial du Japon a demandé à la France de leur restituer ces gens-là qui étaient considérés comme des criminels pour les juger et les exécuter. Le Second Empire a refusé. Napoléon III a été très ému par cette situation et a tout fait pour que Brunet et ses compagnons ne soient pas du tout punis. Pour la forme et pour faire plaisir aux Japonais, ils ont été mis à pied pendant quelques mois, mais tous, après, ont réintégré l'armée et se sont battus pendant la guerre franco-prussienne de 70. Brunet a fait une brillante carrière dans l'armée française. Il est devenu général. Avant ça, son ami, d'ailleurs, qui a été son témoin de mariage, puisque Brunet s'est marié en France après, Jules Chanoine est devenu ministre de la guerre et Brunet était son conseiller et son secrétaire d'État. Il est mort un peu avant la Première Guerre mondiale, après une très brillante carrière militaire. Et certains de ses compagnons, comme André Cazeneuve, sont retournés au Japon et ils sont morts. Certains y ont vécu pas mal de temps. André Cazeneuve est rentré au Japon, il a essayé de faire de récupérer tous les chevaux, les pur sang arabes qui s'étaient enfuis pendant la guerre de Boshin. Et je ne sais pas s'il a réussi, mais il est mort de maladie en 1873, malheureusement. Et quant à Enomoto, donc comme je le disais, il est devenu ministre et quand l'empereur Meiji était un peu plus âgé, il lui a raconté précisément ce qui s'est passé. Et Meiji, qui ne pouvait pas vraiment comprendre à l'époque puisqu'il était otage et assez jeune, a fait envoyer à Brunet des décorations impériales japonaises par la poste jusqu'en France. Et Brunet, même s'il n'est jamais retourné au Japon, a reçu ces médailles et a été celui qui a organisé la seconde mission militaire française au Japon. Et donc, finalement, nombre de ces personnages ont eu une vie relativement intéressante après cet événement. Mais toujours est-il que voilà, Brunet, par son histoire, a été vraiment un témoin français de cette dernière ère du shogunat et a vraiment participé avec ses derniers membres. Et ça, c'est ce que je trouve formidable, c'est que c'est véritablement une aventure française. Puisque du côté des troupes impériales, il y avait aussi des aventuriers anglo-saxons notamment, qui soutenaient activement en sous-main les troupes des Satsuma et des Chōshū. Mais le shogunat, le parti traditionnel féodal du Japon, a été soutenu par la France et par des héros français menés par Jules Brunet, qui ont vraiment, selon moi, fait honneur à notre pays dans cette situation. Avant de terminer, j'aimerais vous lire vraiment cette lettre de Brunet envoyée à l'empereur. Si vous permettez juste que je la retrouve, parce qu'elle est tout à fait formidable. La voici. Donc Brunet, avant de prendre sa décision de quitter l'armée française et de partir avec ses compagnons au nord, a écrit une lettre à son supérieur et ami Jules Chanoine, assez brève, une lettre au ministre de la Guerre, également brève, et une lettre à Napoléon III que celui-ci ne recevra que des mois plus tard. La voici. Sire, envoyé par votre Majesté au Japon, j'y ai fait tous mes efforts pour justifier son choix. Comme tous mes camarades, une révolution oblige la mission militaire à rentrer en France. Seul je reste, seul je veux, dans des conditions nouvelles, faire ressortir les résultats obtenus par la mission dans la partie du Nord, qui est le parti français du Japon. Une réaction est imminente, et les daimyos du Nord m'ont offert d'en être l'âme. J'ai accepté car à l'aide d'un millier d'officiers et de sous-officiers japonais, nos élèves, je puis diriger les 50 000 hommes de la Confédération du Nord. Pour ne compromettre ni notre chef de mission, le capitaine Chanoine, qui doit tous nous ramener en France, ni le ministre de France, M. Outret, qui ne peut pas aller officiellement au-devant des événements, j'ai cru devoir disparaître de Yokohama en laissant ma démission par écrit. Malgré que les daimyos du Sud soient déjà fatigués et que les dissensions internes les affaiblissent, je ne dissimule pas les difficultés. Je dois signaler à l'empereur la présence de nombreux officiers américains et anglais, hors cadre et en congé dans ce parti hostile aux intérêts français.
La présence de ces chefs occidentaux chez nos adversaires peut m'empêcher peut-être de réussir au point de vue politique, mais nul ne pourra m'empêcher de rapporter de cette campagne des renseignements que Votre Majesté trouvera sans doute intéressants. Quoi qu'il en soit, je jure sur la croix que l'empereur m'a donné de ma propre main, que je consacrerai comme par le passé tous mes instants dans ce pays à répandre les idées françaises, et que si mes efforts sont vus par l'empereur d'un œil favorable, ce sera là la suprême reconnaissance de mon ambition. Daigne Votre Majesté agréer l'assurance des sentiments très respectueux de son humble et très dévoué serviteur, Jules Brunet, capitaine d'artillerie. Et la lettre envoyée au ministre de la Guerre, c'était tout simplement: Monsieur le maréchal, j'ai l'honneur de vous remettre ma démission de grade de capitaine. Je déclare qu'à partir de ce 4 octobre 1868, je renonce aux prérogatives de la position d'officier d'artillerie dans l'armée française. L'objectif était donc de réparer l'échec subi par la politique française à l'occasion de la mission militaire. Comme vous le voyez, si finalement cette résistance a été un échec, l'âme et l'esprit qui s'animaient derrière tout ça ont triomphé, et aujourd'hui tout le monde le sait. Et je pense que c'est un honneur tant pour la France que pour le Japon d'avoir pu avoir dans son histoire un tel événement. Je vous remercie. Alors, du coup, je vais répondre aux questions.